Salut les terriennes, je suis très heureux de vous retrouver. Bonne année à tous. Notre invité principal ce soir, c'est Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, bonsoir. Vous êtes ici ce soir en cette période de vœux pour souhaiter une bonne année 2011 à Nicolas Sarkozy. Il va en avoir besoin. Alors, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de votre vie, de votre engagement politique et de votre dernier livre, De l'esprit de cour, chez Perrin, où vous faites une fois de plus de Nicolas Sarkozy votre poney de bataille. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, qui est la grande gagnante de l'émission de casting à la recherche de la nouvelle Arlette. Nathalie sera donc candidate Lutte ouvrière en 2012. La question est de savoir s'il y aura encore des ouvriers en 2012. Toujours en P2, nous accueillerons Philippe Besson pour son livre « Retour parmi les hommes » chez Julliard. Philippe Besson, qui anime depuis 3 mois l'émission Paris Dernière sur Paris Première, nous révélera combien de fois il a croisé Bec-Bédé-Bourré. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Lucie Carrasco, pour son livre Plus forte que la maladie, préfacé par Bruno Gassio, chez Flammarion. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Porcelaine. Dominique de Villepin, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 14 novembre 1953 à Rabat, au Maroc, petit-fils et arrière-petit-fils de militaires. Votre père, Xavier, qui fut résistant, a été sénateur centriste puis UMP des Français établis hors de France de 1986 à 2004 et il a démissionné lors de votre nomination aux Affaires étrangères. C'est bien. C'était courageux et c'était une bonne leçon qu'il m'a donnée à cette époque. Ah oui. Alors, votre mère, Yvonne Étier, fille d'industriel de Limoges. Quand vous naissez, votre père représente la firme Pont-à-Mousson à l'étranger, ce qui fait que vous vivez hors de France, en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis. Et en mai 68, vous êtes élève au lycée français de Caracas, au Venezuela, et vous faites grève. Alors ça, j'en reviens pas. Diable. Vous êtes le seul gréviste du lycée français. Dominique de Villepin, 68 arts, c'est un scoop. Ma grève est d'abord justifiée par le fait que je ne comprends pas qu'on puisse aller en classe alors qu'il se passe quelque chose de si important dans la métropole, c'est-à-dire dans notre pays, la France. Mais enfin, vous, admirateur du général de Gaulle, tout ça... Justement, c'est le paradoxe. Oui. À l'époque, quand vous faites du jogging, c'est avec un transistor, en écoutant des discours de Fidel Castro. Ça aussi, c'est un scoop. Hein. Bah oui, quand on grandit en Amérique latine, au Venezuela, les figures de l'art oratoire sont des grandes figures politiques. Ça vient de là, votre éloquence. Oh non, mais Fidel Castro était connu pour ses discours de 3, 4, 5, 6 heures. Alors quand on aime la course à pied comme moi, la longue course à pied, il n'y a pas de meilleur encouragement qu'un grand discours politique qui n'en finit pas. Alors, père industriel, mais également passionné d'art et de littérature et d'histoire. Alors le soir, à la maison, il teste vos connaissances. Il vous fait raconter brièvement Austerlitz. Il vous demande de citer des vers de Lamartine, des citations de Pierre Loti. C'est formidable. Oui, sauf que j'ai pas beaucoup de mémoire, donc je suis pas forcément le meilleur dans cet exercice. Mais ça stimule, puis ça éveille, et puis ça donne la passion d'apprendre et de connaître. Ouais. Vous dites, j'ai rêvé la France avant de la connaître. Justement, est-ce que c'est pas le problème? Est-ce que vous rêvez pas la France? Rassurez-vous, je suis arrivé en France, j'avais 14 ans. J'ai eu le temps de la parcourir dans tous les sens, au cul des vaches. Et je n'en finis pas de découvrir la richesse de notre pays. Et c'est pour ça que je m'étonne quand je vois les Français si pessimistes. On va en parler en deuxième partie, vous le savez. Alors, vous laissez effectivement un moment votre famille à l'étranger. Vous rentrez en France pour passer 2 bacs, tant qu'à faire. Vous faites Sciences Po, l'ENA. Vous êtes dans la même promo que François Hollande et Ségolène Royal. Elle était déjà comme ça, Ségolène Royal, à l'école? Elle était très discrète. Ah ouais? Très discrète. Ouais. Jolie en même temps. Hein. Et en même temps jolie, oui, très ça ne gâche jolie, rien. Très jolie. Alors, après votre service militaire à Djibouti, en 77, vous vous inscrivez au RPR que Jacques Chirac a fondé 1 an plus tôt. Mais en fait, Chirac, vous le rencontrez que 4 ans plus tard. À quelle occasion? Je participe à sa réflexion internationale et Alain Juppé me demande
participer à un discours que Jacques Chirac doit prononcer en Allemagne. Et j'ai l'insolence de marquer sur le projet de discours qui m'a été envoyé que si Jacques Chirac prononce le discours tel qu'il a été rédigé, il deviendra un zozo de la vie internationale. Ça tombe dans les mains de Chirac, qui me convoque pour le lendemain et qui me dit un jour nous travaillerons ensemble, ce qui est arrivé assez vite. Chirac n'aimait pas les courtisans, quoi. C'est ce que j'ai compris et ça m'a plu, parce que c'est vrai que la vie est quand même plus agréable sans les courtisans. On se dit des choses plus sympathiques. Alors, à l'époque, vous rencontrez également celle qui va devenir votre épouse, Marie-Laure Leguet, dans le bus 84, que vous avez pris tous les deux par hasard. Par hasard, mais on s'est vite découvert. Ah ouais. Ah oui, c'est marrant quand même. Hein. Des joies de la vie. Nous sommes des enfants de la RATP. Ensuite, diplomate aux États-Unis, en Inde, et retour en France. Là, vous commencez votre carrière politique. Bon, on ne va pas faire votre carrière politique. Disons que vous terminez quand même Premier ministre. C'est pas... ça va. Alors, on va voir vos succès. Vos succès, d'abord, c'est d'avoir misé sur Chirac en 95, alors que tout le monde pariait sur Balladur, quoi. Il était ultra favori. Mais à ce moment-là, vous dites quand même, en parlant des Balladuriens, ceux-là, on les a baisés avec du gravier, quand même. Oui, enfin, c'est vrai que je suis, vous l'avez rappelé, petit-fils et arrière-petit-fils de militaires des deux côtés. Oui. Donc, on a une tradition, on aime bien dire les choses. Alors, autre chose, évidemment, qui est inoubliable, c'est votre discours de l'ONU contre la guerre en Irak. On n'est pas arrivé à convaincre les Américains. Néanmoins, nous avions et nous étions les interprètes des peuples du monde. Donc, c'est un moment de prise de conscience. Très grand moment. Alors là, on en arrive aux échecs, évidemment. La dissolution de 97 pour remettre au pas une majorité putschiste. C'est réussi. Pas mal. Pas mal, mais réussi. C'est vrai sans doute que techniquement, il aurait fallu gérer la chose différemment, mais c'est vrai aussi, et il faut le rappeler, que 99,9% de la majorité de l'époque demandait cette dissolution à corps et à cri. Alors aujourd'hui, ces 99,9%, vous pouvez toujours les chercher, vous n'en trouverez pas un, mais je reste aujourd'hui seul défenseur de ce qui, à l'époque, apparaissait comme une... Vous continuez à penser que c'est une bonne mesure? Demander au peuple français son avis ne me paraît jamais absurde. Quelque part, le Jacques Chirac de 2002 n'aurait sans doute pas été élu si cette décision n'avait pas été prise en 97. C'est vrai. Alors, à l'époque, Bernadette Chirac vous compare à Néron, parce qu'il a brûlé Rome, donc il dit « il a brûlé la majorité de mon mari ». Et en plus, elle a beaucoup d'affection pour moi. Oui. Alors, deuxième erreur, le CPE, vous êtes obligé quand même de faire marche arrière et d'enterrer la mesure. Ça, c'est terrible quand même, non? J'ai pas vraiment fait marche arrière. J'ai été aussi loin que je pouvais aller. Puis à un moment donné, vous vous retrouvez face au mur. Et donc Jacques Chirac m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bon, maintenant, vous êtes gentil, mais il faut peut-être dire aux Français que on va bien sûr accepter cette mesure, mais on ne va pas l'appliquer », ce qui revenait effectivement à l'intérêt. Alors, parallèlement à votre activité politique, vous écrivez des poèmes, des essais. Votre dernier livre, c'est sur l'esprit de cour à travers les siècles. C'est quoi l'esprit de cour? C'est l'attention donnée à la séduction plutôt qu'à l'action. Donc c'est extraordinairement servile d'abord, c'est humiliant pour celui qui s'y livre, et c'est ensuite très inutile. Alors, vous faites tout un livre, très cultivé d'ailleurs, sur la courtisanerie à travers les siècles, pour en arriver quand même aux 9 dernières pages, consacrées à Nicolas Sarkozy. Alors, vous dites, Nicolas Sarkozy, il tente sans cesse de séduire l'opinion, il est le premier des courtisans. C'est-à-dire que là, c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est pas des courtisans autour d'un monarque, c'est le monarque qui devient lui-même un courtisan, c'est ça que vous dites? Oui, mais Thierry Ardisson, pour être tout à fait juste, c'est le malheur de la politique aujourd'hui. Dès lors que l'exemple donné en haut, c'est bien celui de se prêter au spectacle, au jeu des lumières, l'ai-je bien descendu, on est dans le showbiz, on n'est pas dans la politique. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on revienne à la politique, on laisse l'esprit de cour de côté, on revient à une politique rugueuse. Vous parlez de Gravier tout à l'heure. J'aimerais que la politique ressemble un peu plus à ça, c'est-à-dire à la réalité de gens qui se disent des choses pour faire avancer le pays. Aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les bêtises que vous voulez en politique. Vous vous en tirez toujours pour une raison très simple. Le lendemain, ce que vous avez fait est oublié. Oui, mais c'est un peu dommage. Vous dites, avant d'être obéi, Nicolas Sarkozy veut d'abord être aimé. Il ne vit pas la politique comme une mission, mais comme une réparation des blessures de son passé. Et vous pensez parce qu'il a été malheureux, parce que son papa l'aimait pas? Non, il appartient à une génération politique qui n'a pas été nourrie par le service de l'État. Vous savez, pendant très longtemps, tous les gens qui ont fait de la politique en France, les Chirac, les Rocard, étaient des gens qui étaient issus du service public. Et on a beaucoup critiqué l'ENA. Et Nicolas Sarkozy n'a pas été formé par le service de l'État. Il est avocat, il a la passion du pouvoir, la passion de la politique. Et donc, son parcours personnel pèse encore plus
quand vous arrivez avec la passion du pouvoir, vous arrivez avec la conviction que c'est votre talent qui fait tout. Ouais. Et si vous arrivez avec l'idée que vous êtes bien meilleur que les autres, beaucoup plus talentueux que les autres, et que c'est parce que vous êtes le meilleur que vous allez gagner, eh bien vous pensez que tout vous est permis. Et c'est là où il y a une limite à cette pratique du pouvoir, qui est celle d'une certaine idée de soi, par opposition à une certaine idée de la France et de la nation. Comme disait l'autre. Alors, Sarkozy est un problème pour la France. Ça fait... C'est le pavé dans la main. C'est-à-dire, disons, la phrase que j'ai prononcée, c'est pas tout à fait ça. Ouais. C'est l'un des problèmes de la France. D'accord. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. Alors, est-ce que Villepin est une solution pour la France? La question est, Dominique de Villepin, allez-vous être candidat en 2012? Voilà. À votre avis? Je pense que oui, moi. Ah, et voilà. Vous avez une certaine intuition, monsieur Ardisson. Alors, c'est quand même la première fois que vous allez vous présenter une élection. Vous n'étiez même pas délégué de classe, vous. Mais attendez, justement, moi j'arrive tout nouveau, tout beau. Il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est d'être obsédé par la réélection. Oui. Je n'ai jamais été élu. Ben voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas été perverti par l'idée que, à nouveau, j'ai l'ambition d'être élu. Non, mais alors, au-delà de votre éloquence et de vos analyses qui sont extrêmement brillantes et pertinentes, est-ce qu'il faut revenir au protectionnisme? Est-ce qu'il faut limiter l'amplitude des salaires? Est-ce qu'il faut supprimer le bouclier fiscal? Est-ce qu'il faut réembaucher des profs et des infirmières? Est-ce qu'il faut partir d'Afghanistan? Vous allez vous exprimer tout ça là-dessus? maintenant? Non, maintenant, on n'a pas le temps. Non, on pourrait, question après question. D'ici 2012, vous allez... Bien sûr. C'est ça qu'on attend. Vous posez la question sur l'Afghanistan, je l'ai dit. Oui, il faut se retirer d'Afghanistan. Ouais. Quand vous pensez qu'il y a eu, en 2010, 10 000 morts en Afghanistan, dont 20% dans les populations civiles. Vous vous rendez compte? 2 000 morts afghans. Et vous voudriez que les Afghans baisent la babouche des Occidentaux qui, soi-disant, viennent les libérer? Enfin, c'est absurde. Il y aurait 2 000 morts en France d'une armée d'occupation qui viendrait nous apporter le bonheur et la paix. On ferait de la résistance. Ben, je pense. Alors, la préparation pour 2012, c'est combien d'abdos par jour? Écoutez, c'était le programme initial, c'était 100 pompes, 100 pompes le matin. Maintenant, c'est 100 pompes le matin et 100 pompes le soir. Je pense qu'il faut un minimum de 400. Vous dites que vous êtes gaulliste, mais moi, je crois surtout que vous êtes aussi gaulé. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique de Villepin. Et nous accueillons Nathalie Arthaud, bonsoir. Et Philippe Besson, bonsoir. Bonsoir. Alors, Nathalie Arthaud, bonne année. Merci. Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière et candidate au présidentiel de 2012. Pour la première fois depuis 38 ans, ce ne sera pas Arlette Laguillet qui représentera Lutte ouvrière aux élections présidentielles. Vous êtes arrivé à la virer, alors? En tout cas, on n'a pas changé de politique et puis, en fait, elle est toujours là. Ouais. Alors, vous savez qu'Arlette s'est fait battre 6 fois au premier tour, c'est-à-dire plus qu'Henri Lecomte à Roland-Garros, quand même. Oui, mais à chaque fois, ce n'était pas la seule. Hein. Oui. Alors, c'était un peu la version 2.0 d'Arlette Laguillet, à commencer par la coupe de cheveux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une coiffure lutte ouvrière? Bah, à vous d'en juger. Quand vous étiez petite, vous rêviez de devenir coiffeuse, non? Oui, je suis d'un milieu populaire et on a les rêves de son milieu. Alors, est-ce que vous avez commencé tous vos discours par travailleur, travailleuse? Attention, c'est travailleuse, travailleur. Oh, pardon. Et puis, qu'est-ce que vous voudriez? Vous voudriez que je dise cher capitaliste, cher banquier, cher spéculateur? Ça, si vous voulez, je laisse à mes adversaires politiques. Hein, voilà, à monsieur de Villepin, par exemple. Ah, c'est compagnon. Parce que justement... Parce que je pense qu'ils sont trop hypocrites et trop démagogues, finalement, pour dire la politique qu'ils vont mener, mais la politique qu'ils mènent, bah, c'est des milliards de cadeaux au patronat, aux capitalistes, aux banquiers. Ils devraient l'afficher et le dire dans leur discours. Il y a une phrase d'Arlette que j'adore, c'est « Il est honteux de voir des patrons amasser des fortunes quand les ouvriers n'ont rien à manger ». Certes, on peut se mettre quelque chose dans l'assiette, et encore, vous savez qu'un certain nombre doivent aller au restaurant du cœur pour se nourrir. Puis quand on voit effectivement les salaires des grands patrons, vous avez entendu quand même que la moyenne des salaires des PDG, c'était 3 millions par an en 2009, c'est quand même 200 fois le SMIC, et encore, c'est des petits joueurs, hein, parce que Carlos Ghosn, lui, il a fait 9 millions. Alors écoutez, c'est pas nous qui sommes caricaturaux, hein. C'est la réalité qui est caricaturale. Alors, ce qui est très paradoxal avec Lutte ouvrière, c'est que vous présentez toujours au présidentiel, mais vous ne croyez pas aux élections. Vous avez déclaré « L'espoir des travailleurs ne peut venir que d'une explosion sociale. On ne va pas s'en remettre à un président élu qui passe outre
l'avis des travailleurs. Je l'ai dit à propos en particulier de la réforme des retraites. Ouais. Hein, c'était de notoriété publique quand même que la très grande majorité de la population, et je pense l'intégralité des travailleurs, étaient opposés à cette réforme-là. Ça n'a pas empêché le président de la République et puis tous les parlementaires qui sont à sa botte de voter comme un seul homme contre l'avis, voilà, de la majorité. Ben moi, j'appelle pas ça la démocratie. Alors, vous êtes de l'avis de Coluche qui disait si les élections ont changé quelque chose, il y a longtemps qu'on les aurait supprimées. Oui, oui, je le pense. Oui. Alors, votre programme, c'est interdiction des licenciements, expropriation des banques, ne pas rembourser la dette. Vous dites on n'est pas redevable de la dette. Vous voulez faire comme en Russie en 1917, c'est-à-dire on ne paye pas ce qu'on doit, c'est ça. Vous savez, les retraités aujourd'hui qui survivent avec 600 €, tous ceux qui travaillent au SMIC, les salariés, ils n'ont pas vu 1 euro de cette dette. Cette dette, c'est pas eux qui en ont profité, qui en ont bénéficié. Donc c'est pas à eux de la rembourser. Voilà. Que les banquiers, tous ceux à qui on a fait ces cadeaux, que les grands industriels remboursent eux, la dette. Mais nous les travailleurs, nous les salariés, on ne la reconnaît pas. Eux, ils ont de quoi rembourser, justement. Alors, vous dites la révolution n'est pas une utopie. Les pharaons qui se croyaient installés ont été renversés. Il le sait, Sarkozy, ça? Mais là, je parle aussi de tout le système capitaliste. Vous savez, tous ceux qui se permettent de frauder au fisc pour des centaines de millions, ceux-là, ils se sentent en haut de la société, ils se sentent intouchables. Eh bien, c'est aussi d'eux dont je veux parler. Bien. Alors, nous passons maintenant à notre ami Philippe Besson. Rebonsoir. Vous publiez chez Julliard Retour parmi les hommes. Mais avant de parler de votre livre, je voudrais rappeler que depuis septembre dernier, vous animez sur Paris Première l'émission Paris Dernière. Et vous pouvez donc répondre à la question que tout le monde se pose. À partir de combien on est trop dans une partouze? Oh putain. Next. Elle est dure, celle-là. Non, ça se passe bien, Paris Dernière, oui? Ça se passe très bien, Paris Dernière. C'est très agréable de fureter la nuit, d'aller dans des endroits improbables, un peu interlopes, à la rencontre de gens assez ambigus. Ouais. Je suis assez content de faire ça, oui. Mais vous n'êtes pas un peu trop sain pour faire ce boulot? Vous droguez un peu quand même, non? J'ai été obligé de m'y mettre. Bah oui. Moi, j'avais une vie très saine, à l'eau claire, etc. Oui. Et maintenant, voilà, c'est terminé. Alors, c'est vrai que dans vos nuits de débauche, vous avez croisé Jacques Chirac avec une moustache? J'ai promis de ne pas en parler, mais j'ai aussi croisé Bernadette, mais je ne peux pas non plus en parler. Alors, parlons du livre. 10 ans après la publication de votre premier roman, En l'absence des hommes, gros succès, 80 000 exemplaires, c'est un petit peu devenu un livre culte. Vous publiez chez Julliard Retour parmi les hommes, c'est la suite. Les lecteurs voulaient savoir ce qu'il advient de Vincent. J'ai imaginé qu'il était justement parti en exil et qu'il finissait par revenir. Alors, En l'absence des hommes raconte la vie de Vincent, qui a 16 ans, donc, en 1916 à Paris, qui a une relation intellectuelle avec Proust, une relation charnelle avec Arthur, un soldat de 20 ans. Ça se termine mal, Arthur est tué sur le front et Vincent quitte Paris. Exactement. Donc, dans Retour parmi les hommes, c'est la suite du récit. Vincent a bourlingué dans le vaste monde depuis 7 ans. Il revient à Paris. En fait, il veut voir s'il est capable de revenir, surtout, non? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les exils, ça vous permet peut-être d'essayer de dominer le chagrin, la tristesse, de gérer son deuil amoureux, peut-être aussi d'espérer devenir un autre, puis à un moment, il faut devenir soi-même. Et donc, il faut revenir à la terre originelle, aux racines et à soi, et voilà. Alors là, on se retrouve à Paris, en 1923. Paris qui essaie d'oublier la Grande Guerre, qui s'amuse à Montparnasse. Et Vincent, qui avait rencontré Proust dans le premier tome, là, il rencontre Raymond Radiguet. Bah oui. Pourquoi se gêner, hein? Bah tiens. Bah diable. Alors là, c'est à la fois ce qu'il avait connu avec Proust et avec Arthur. C'est-à-dire, c'est à la fois intellectuel et amoureux. Bah oui, c'est-à-dire que Radiguet, c'est la synthèse chimiquement pure de Proust et d'Arthur, parce qu'il emprunte à Proust l'écriture, à Arthur la jeunesse, et il va entrer dans ses années folles, essayer de s'amuser un peu dans ses années folles de Montparnasse. Ouais. Je crois qu'on peut le dire, c'est un roman à clé, c'est l'histoire entre Fogiel et Ruquier que vous racontez. On voit bien que c'est ça. Bah bien sûr. Bien sûr. Bon, on passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Et c'est Natacha Polony, journaliste au Figaro, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Près de 2/3 des Français pensent que l'année 2011 sera pire que 2010. Autant dire que souhaiter une bonne année aux Français, ça revient à se foutre de leur gueule. Je veux vous adresser mes vœux de bonheur les plus sincères. Selon un sondage international publié dans Le Parisien, les Français sont les terriens les plus pessimistes de la planète. C'est à se demander si, à force de se gaver d'antidépresseurs, les Français ne sont pas devenus totalement dépressifs.
Même un pays en guerre comme l'Afghanistan, où l'espérance de vie est de 44 ans, croit plus en son avenir que la France. En même temps, c'est logique. Quand tout va mal, ça peut pas être pire. Après 7 années de guerre, les Irakiens se disent que forcément, ça ira mieux demain. D'ailleurs, nous aussi, après la Seconde Guerre mondiale, on a connu 30 années de prospérité et de progrès social. Sauf qu'en 2010, la réforme des retraites a prouvé que les avantages acquis ne le sont pas pour toujours. Ben oui, il y a la mondialisation. 1,3 milliard de Chinois, plus 1,2 milliard d'Indiens, ça nous fait 2,5 milliard de concurrents prêts à vous piquer votre boulot en étant payés 10 fois moins que vous. Ah c'est sûr qu'il n'y a pas de quoi être optimiste, hein. Alors au lieu de dénoncer le pessimisme français, nous pourrions aussi bien nous flatter d'être le peuple le plus lucide de la planète, les enfants de cette France éternelle dont la conscience éclaire le monde. Et vive la France. C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grap. Voilà. Natacha Bolony, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous, bonne année. Merci, bonne année à vous. Alors, les Français sont champions du monde de pessimisme. Ils sont tellement pessimistes qu'ils pensent que l'année prochaine, ils seront plus champions du monde de pessimisme. Voilà. C'est terrible. Alors, Dominique, Français, peuple gâté qui pleure la bouche pleine ou peuple extra-lucide qui voit la réalité clairement? Il y a une part de lucidité à l'évidence. Et on a du mal à regarder l'avenir en face. Beaucoup parce que les repères de la France, et c'est une spécificité française que d'avoir des repères forts. La République, l'État, la nation, c'est ce qui est constitutif de l'esprit français. Or, la République, nos valeurs se diluent. L'État, il s'effiloche, on coupe dans la fonction publique et on a le sentiment que ce qui était ne sera plus. Et la nation, elle a perdu de sa ferveur et de son unité, de sa solidarité en tout cas. Donc ce qui constituait la France, on a le sentiment que ça fout un peu le camp. Donc ça crée ce désarroi français, ce sentiment qu'on n'a pas de prise sur les choses, pas de prise sur l'avenir. Le seul repli est un repli individuel, et l'on est d'ailleurs beaucoup moins pessimiste personnellement, individuellement, que l'on est pour vous avez raison, la les Français, on leur dit, comment ça va aller mieux pour vous? Oui, ça va aller mieux. Mais globalement, les gens sont pessimistes. Ça montre à quel point ce qui manque aujourd'hui aux Français, c'est le sentiment d'un avenir collectif, le sentiment qu'on est tous dans le même bateau. À la vérité, quand on regarde notre pays, il y a bien deux Frances. Il y a la France mondialisée, la France des élites, qui s'en sortira quoi qu'il arrive et qui est tous les jours un peu plus riche. Et il y a la France des pauvres et des classes moyennes, qui de plus en plus a le sentiment de descendre et le sentiment d'être coupé du reste du monde. Quand vous êtes brésilien, chinois et indien, quel que soit votre niveau dans la hiérarchie sociale, vous avez le sentiment que demain vous apportera plus qu'hier. Vous partagez cette analyse sur le pessimisme des Français? D'abord, c'est un sondage auquel moi je ne crois pas. En général, je pense que les sondages, il faut les prendre avec des pincettes, mais des sondages en plus qui font des comparaisons à l'échelle planétaire, franchement, je suis sceptique. Je me demande bien comment on est allé enquêter pour demander l'avis aux villageois afghans de ces zones qui sont bombardées. C'est quand même... Non, moi, je crois que ça n'a pas beaucoup de sens, ce sondage. Par contre, je vois très bien la manipulation qu'il y a derrière. Cette idée de dire, les Français, voilà, c'est les éternels insatisfaits, les grincheux, ils n'en ont jamais assez, pourtant, c'est pas les plus malheureux, etc. Moi, je trouve que tout ça, c'est bidon. Quelqu'un qui vient d'être licencié, avant d'être un optimiste ou un pessimiste, c'est un licencié. Voilà, c'est un chômeur, avant tout. Alors, certains préféreraient qu'il soit optimiste, peut-être. Moi, je préférerais que ce soit un chômeur révolté. Voilà, parce que je pense que la résignation, oui, il faudrait se révolter, c'est un avantage. Ce que dit Dominique, c'est qu'il faut fédérer finalement cet optimisme individuel dans un optimisme général. Vous dites qu'il faut transformer ce pessimisme en révolution. Bien sûr, parce que ça ne veut rien dire, fédérer, etc. Fédérer qui? Madame Bettencourt, ses ouvrières, fédérer le patron de Ducrot Express là, qui va supprimer 700 emplois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Il faut que les exploités, que les opprimés, se révoltent, qu'ils se défendent, qu'ils ne se laissent pas faire. Mais attendez, Nathalie, est-ce que vous ne trouvez pas, finalement, que les élites françaises ont la chance d'avoir des pauvres aussi peu révoltés? Écoutez, d'abord, je vous rappelle qu'il y a
un mois de cela, on était quand même 3 millions dans la rue. Et tout ça, ça peut changer. Ça avait surpris d'ailleurs un certain nombre de gens. Ça a servi à ce qu'on se retrouve et à ce qu'on reprenne conscience, je peux vous dire, de la force du nombre. Et ça, on l'a senti. J'espère que c'est une leçon qui restera dans la tête de tous ceux qui étaient dans la rue et qu'on remettra ça, bien sûr. J'espère que oui, il y aura une révolte, que la résignation, elle est derrière nous et qu'on changera comme ça la société. Moi, je suis une optimiste, finalement. Parce que je pense que l'humanité, elle est capable de se débarrasser de cette société qui est pourrie, mais qui est pourrie parce que finalement, dans cette société capitaliste, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'argent. Moi, ce qui me frappe dans le pessimisme français, c'est que, justement, et je ne partage pas tout à fait votre analyse là-dessus, c'est que ça me paraît être une colère passive, ça me paraît être une colère résignée, justement, et pas une colère active. Et là, s'il n'y a pas de coagulation des mécontentements, il n'y a pas de désir de faire la révolution, il y a comme une acceptation, une résignation à l'inéluctable, et à l'idée que tout ça est fichu et que ça finira pas très bien. Donc je pense qu'il est là, le vrai pessimisme. Je pense que les Français sont effectivement sans doute en colère, mais ils sont tristes, ils sont déclassés, ils sont divisés, et ils ont... Et la gauche monte pas. Ah ben la gauche ne monte absolument pas, la gauche ne profite absolument pas de cette situation. C'est ça qui est incroyable. Il faut dire, elle est assez peu porteuse d'espoir, assez peu porteuse de rassemblement, on peut le dire, et elle est assez inaudible. Donc voilà, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'alternative véritable à ce qui nous est proposé. Je crois, comme vous le disiez, que le problème est un problème d'alternative. C'est-à-dire que ce qui fait la spécificité de l'histoire française, c'est que c'est une histoire où le peuple, d'une manière ou d'une autre, a toujours eu l'impression de maîtriser son destin à travers la figure du roi à un moment, puis ensuite de façon libérée après la Révolution. Et que là, ce qui se passe depuis 30 ans, c'est que les Français ont l'impression qu'ils subissent une politique qu'ils n'ont pas choisie, que personne ne leur demande plus leur avis et que tout ça se passe très loin d'eux. Mais bien sûr, comment voulez-vous être optimiste quand vous savez que quoi qu'il arrive, vous ne pourrez rien y faire, vous ne pourrez pas changer les choses. Donc le véritable problème du pessimisme, c'est un problème politique, c'est un problème très simple, un mot qui n'a pas été prononcé dans cette émission pour l'instant, le mot souveraineté. La question de la souveraineté du peuple. Et une fois que ce peuple français aura l'impression qu'il peut agir, alors cette cohésion se fera parce qu'il y aura un espoir, parce qu'il y aura l'idée d'un monde à créer. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pouvoir, d'homme providentiel, de quelqu'un qui nous donnerait de l'espoir? Vous ne trouvez pas qu'on manque d'un Che Guevara? Non, moi je pense que justement, il n'y a pas de sauveur suprême. Et moi je ne parle pas de souveraineté générale, de la France, de l'intérêt général, parce que moi je n'y crois pas, ça. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, tous ceux qui gouvernent, ils ne gouvernent pas pour la France, et vous en faites partie, monsieur de Villepin. Vous avez dit tout à l'heure, tout nouveau, tout beau. Vous n'êtes pas du tout nouveau quand même. Excusez-moi, mais bah oui, secrétaire général de l'Élysée en 1995, ensuite ministre, ensuite Premier ministre. Excusez-moi, vous n'êtes quand même pas le dernier perdreau de l'année. Hein? Donc, bon, et quand vous avez gouverné... Madame Arthaud, ça s'appelle l'expérience. Bah alors, l'expérience. Vous n'êtes pas du tout nouveau, et quand vous avez gouverné, vous n'avez pas gouverné au nom de la France en général, vous avez gouverné au nom de la France des banquiers, au nom de la France des financiers, au nom de la France des capitalistes. Ne caricaturons pas. Le service des puissants, ça ne m'intéresse pas. Je suis trop conscient de ce fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres dans notre pays pour ne pas avoir envie d'y apporter une réponse. Donc, vous ne pouvez pas, au nom d'une opprobre généralisée sur tout ce qui n'est pas vous, changer les choses sans prendre en compte la réalité. Donc ce que je vous invite, c'est à réintroduire le réel. Moi, je suis comme vous, je rêverais d'une société idéale. Mais attendez, les trusts les plus puissants, les plus riches, c'est y compris des trusts français, des groupes capitalistes français, ils n'ont pas de problème d'argent, ils en ont plein les poches. Vous ne croyez pas que Sanofi Aventis pourrait conserver ces milliers d'emplois qu'il est en train de supprimer? Alors là, qu'on pénalise des entreprises, qui font des pourrait conserver ça, ces emplois, mais on devrait leur interdire de supprimer ces emplois, parce qu'attention, il n'y a pas, vous savez, les petites entreprises et justement les petits patrons qui travaillent avec leurs salariés. Je peux vous dire qu'eux, ils n'ont pas envie de licencier leurs salariés parce que c'est leurs amis, parce qu'ils travaillent avec eux. Et c'est eux, ça leur fait mal au cœur, les licencier. Mais les gros... Ça, c'est un bel hommage au contrat Nouvel Embauche. Les gros groupes, les grands trusts, c'est les plus gros, justement. Eux, par contre, ils peuvent licencier, masquer ces licenciements, effectivement, en suppression d'emplois, et on les laisse faire. Eh bien non, il ne faut pas les laisser faire.
eh bien, au moins qu'on ait la possibilité de regarder les comptes, de regarder l'argent qu'il y a dans les entreprises, et on verrait que de l'argent, il y en a, et il y en a même en réserve, et qui ne savent même plus quoi en faire, parce que cet argent, mais bien sûr, mais il y a beaucoup de bénéfices. Vous savez quand même que le CAC 40, il va atteindre dans les 100 milliards encore cette année. En 2010, on vient de sortir d'une crise qui a mis par terre l'économie, eh bien, ils vont sortir avec 100 milliards de bénéfices. Et ça sert à quoi, ces 100 milliards ? Eh bien, c'est pas réinvesti. C'est pas réinvesti, ça sert pas à l'embauche, etc. Ben, moi, je pense que cet argent, il devrait servir à ça. Arlette is alive. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de quoi. Mais ce qui est terrifiant, Madame Arthaud, c'est que dans 30 ans, vous nous chanterez la même chanson qu'Arlette Laguillet, que j'adore. Mais bien sûr. Dans 30 ans, la même chanson, si et rien n'aura changé. Je souhaiterais que ces bonnes intentions soient mises au service d'une vraie volonté de changement. C'est très confortable. Moi, je pourrais venir sur les plateaux de télévision avec des bonnes intentions. C'est très confortable. Mais salissez-vous les mains. Faites en sorte que le réel vous obéisse. Faites en sorte que la France puisse changer. Répondez aux aspirations des travailleurs et des travailleuses et des travailleurs. Faites en sorte qu'ils ne soient pas trahis. Moi, je souhaite leur apporter une réponse. Je ne souhaite pas leur donner des bonnes paroles. Vous voyez, vous êtes un peu comme le corbeau sur l'arbre, sur la branche, et vous leur sortez des chansons, mais qui n'ont pas de traduction concrète. Quand il vous dit « coltez-vous avec le réel », vu les idées politiques que vous avez, on serait tenté de vous dire « faites la révolution, finalement ». Mais bien sûr, mais je peux vous dire... des trains. Non, mais je veux dire... Mais c'est bien ce que... Mais moi, nous sommes révolutionnaires. Si vous êtes vraiment révolutionnaire. Parce que là où il a un peu raison, c'est vous êtes un peu des révolutionnaires de... je dirais de plateau ou de préau, disons. Oui, il faut se repousser les manches à un moment donné. Non, mais qu'ils fassent la révolution, Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être révolutionnaire? Ça veut dire être révolutionnaire, c'est 1789, c'est accrocher les aristocrates à la lanterne. J'en suis pas, je suis très à l'aise. Pourquoi vous appelez pas les gens à descendre dans la rue? C'est pas en claquant le doigt. Eh bien, vous serez surpris, sans doute, peut-être moi aussi, sans doute. Mais il y a des périodes comme ça où justement, ce qui se passe est tellement injuste, apparaît tellement ignoble, tellement inacceptable que oui, il y a des millions de gens qui veulent se soulever. Contrôlons cette économie, contrôlons les entreprises. Regardons une fois que vous aurez fait la révolution, vous pouvez mettre des soviets partout, mais encore faut-il faire la révolution. Méfiez-vous, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de lui conseiller, c'est plutôt la révolution d'octobre que la révolution française. Parce que justement, plastiquer des trains, etc., si on n'a pas l'ensemble du peuple derrière soi acquis au projet et à l'idée qu'on a, ça se transforme en ce qui est quand même un putsch, à savoir le putsch de Lénine en 1917. Dans les deux cas, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Voilà. Et toi alors? Moi, j'ai l'impression que pour sortir de l'ornière, soit il nous faudrait la révolution, on voit à peu près ce que ça pourrait donner, je l'appelle de mes voeux, j'y crois guère, ou alors le roi. Ça te fera plaisir? Ah bon. Non, mais je veux dire par là que je crois qu'il faut une figure incarnée de l'autorité. Il faut à un moment quelqu'un qui donne l'élan, qui ait le sens de la grandeur, qui entraîne. Je trouve que ce pays est sorti de l'ornière quand il y a eu le sentiment de lever les yeux vers le haut et de voir quelqu'un de grand. Aujourd'hui, a priori, on regarde plutôt en bas quand on regarde le président de la République. Et donc, voilà, il vaudrait mieux qu'on ait des grands hommes. Donc, cherchons des grands hommes. Tu crois que Villepin peut être... Mais moi, je l'aime bien, Villepin. C'est ça le truc. C'est parce qu'il est beau, déjà. D'abord, il est pas mal du tout. Et ensuite, je pense qu'il a... Il a le sens de la grandeur. Ouais. Et puis, il a aussi cette espèce de folie, c'est-à-dire ce truc un peu décalé, au-delà, à côté des choses. Il fait rêver. Et bien, écoute, c'est pas si mal de faire rêver. Très bien. Ça sera le mot de la fin. Bien. Natacha, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À la prochaine. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique de Villepin, de Nathalie Arthaud et de Philippe Besson. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Lucie Carrasco. Bonsoir. Dans votre livre « Plus forte que la maladie », publié chez Flammarion, vous dites que vous êtes né avec un petit défaut de fabrication. Une amyotropie spinale. En clair, cela veut dire que vous souffrez d'une dégénérescence des cellules de la moelle épinière. Vos nerfs n'acheminent plus les ordres aux muscles qui deviennent inactifs et donc finissent par s'atrophier. Voilà, une sorte de myopathie. Voilà. Alors aujourd'hui, malgré cette terrible maladie, vous êtes devenue une créatrice de mode reconnue et une femme amoureuse. Et vous nous raconterez tout ça à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonne année. Bonne année Thierry, bonne année.
Encore 16 mois à tenir. Ouais. Avant la libération. Ah oui. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillaume. Brice Hortefeux ne veut plus communiquer sur le nombre de voitures brûlées lors de la Saint-Sylvestre. Je veux mettre fin au concours, a-t-il dit, au palmarès. Ah, c'est pas ça qui va les calmer. Un voyou, c'est un voyou. Hortefeux, il a été condamné pour injure raciale en juin 2010. 7 mois plus tard, rebelote. Il est condamné pour atteinte à la présomption d'innocence. Quand t'as ni foi, ni loi, ni morale, chiffre ou pas chiffre, rien ne t'arrête. Une touriste russe a été enlevée et violée. Non, 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 ne donnez pas les chiffres. Tout le monde va se mettre à enlever et à violer des touristes russes. Le chômage, pareil, pas de chiffres, hein, ça donne envie de licencier. Lors de la répétition des vœux présidentiels, un technicien s'est agenouillé pour faire la doublure lumière de Nicolas Sarkozy. Cette image aurait déplu au président. Oh, faut pas qu'il le prenne mal. L'idée, c'est qu'il soit le mieux possible. Pour tout le monde, ils feraient la même chose. Si un jour Martine Aubry est présidente, ils mettront des couleurs pétantes pour gommer son côté dépressif. Si c'est des SK, faut tout photoshopper. Regardez, sur cette photo, on dirait un vieux chat de gouttière qui a les reins bloqués à force d'avoir... Voilà, hein. Et si c'est Monsieur de Villepin, faut salir l'image. Là, il est trop beau, trop propre. On dirait le commandant Meryl Stubbing dans La Croisière s'amuse. Ou Ken dans un épisode de Barbie. Ça excite la ménagère, mais ça fait pas un président. Non, faut pas que Sarkozy se vexe pour si peu. D'habitude, ils prennent un enfant pour le doubler. Mais là, c'était les vacances scolaires. Ils ont pris un technicien, c'est tout. L'entreprise Prime a confectionné 12 fèves représentant nos principaux leaders politiques. Alors, vous avez la fève Nicolas Sarkozy. Attention à ne pas l'avaler, elle est toute petite. Vous avez la fève Marine Le Pen. Toujours de bon goût, hein, si l'on souhaite tirer les rois avec des étrangers ou des sans-papiers. La fève Le Pen, effet garanti. La fève DSK, très bonne idée. Comme il fourre tout ce qui bouge, pourquoi pas des galettes? Alors, il n'y a pas de fève Frédéric Mitterrand. C'est dommage, hein, les enfants sont sous la table, ça lui aurait beaucoup plu. Valérie Damido a rénové l'hôpital pour enfants malades Robert Debray. Pauvre gosse. C'est pas parce que t'es malade que t'as un goût de chiotte. Evelyne Thomas revient sur France 3, contactée depuis plusieurs semaines par Pierre Sled. Elle a dit oui. Et ben voilà. Voilà, quand Pierre Sled a été nommé directeur des programmes sur France 3, tout le monde a ironisé, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Soi-disant, c'était le copain de Sarkozy, son chouchou, un sale pistonné, sans aucune compétence pour le job, un baltringue. Et bien voilà, premier geste fort de la présidence de Pierre Sled, le retour d'Evelyne Thomas sur France 3. C'est son choix. Merci Pierre Sled. Les propriétaires des maisons Borloo sont furieux. Les pierres se fissurent, les moulures et les plaintes se décollent, les barreaux d'escalier se brisent et les jardins sont inondés en permanence. De quoi ils se plaignent, les proprios? Quand tu achètes une maison Borloo, tu sais à quoi t'en tenir. Tu regardes le prospectus, il n'y a aucune publicité mensongère. Tout est bancal, mal foutu, c'est fait de briques et de broc et de récup. Peut-être sur le côté inondable. Une maison Borloo qui prend l'eau, tu peux gueuler. Dans Gala, Céline Dion nous parle de ses jumeaux.
quand les deux têtes et que l'un a la colique, tandis que l'autre doit faire son rot, ben je sais plus où donner de la tête. Parfois, je me demande si on n'a pas été un peu dur avec Véronique Courgeot. Ah oui, alors ça, c'est un petit peu délicat, Monsieur de Villepin. C'est pour vous. J'ai un ami qui écrit des discours politiques, qui est une très très belle plume. Il savait qu'on se voyait ce soir. Il a déjà fait 2-3 tentatives, des textes sur vous magnifiques. C'est Didier Porte. Il aimerait vraiment travailler pour vous. Donc voilà, si vous voulez l'engager, c'est gentil. C'est un texte. Faites-en ce que vous voulez. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était Stéphane Guillon, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi. Lucie, rebonsoir. Vous êtes née le 24 juillet 1981 à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. Dès l'âge de 8 mois, le médecin de la crèche trouve que vous manquez de tonus, que vous ne remuez pas les jambes, et quand on vous met sur le ventre, vous ne cherchez pas à vous redresser sur les bras. Donc on vous soumet à des examens, et quelques jours plus tard, lorsque votre père va chercher les résultats à l'hôpital, le médecin qui les lui donne, qui est un jeune papa lui aussi, se met à pleurer. On pleure beaucoup chez vous ce jour-là, en apprenant la nouvelle. Et les jours suivants, on annonce à vos parents que la maladie génétique dont vous souffrez implique une espérance de vie guère supérieure à 3 ans. Donc quand on vous voit là, on est content. Bah, j'en suis à 26 ans de bonus, donc ouais. Pas mal. Alors là, votre père décide de vous consacrer sa vie. Évidemment, il vit constamment dans l'angoisse. La nuit, il va dans votre chambre pour voir si vous respirez toujours. Est-ce que ma fille va se réveiller demain matin, puisque vous avez une espérance de vie de 3 ans. Il va à la crèche, il vous suit jusqu'à la crèche, et il finit par se faire virer de la crèche parce que les gens lui disent que vous n'êtes pas obligé de venir toute la journée non plus, quoi. Puis les autres petits-enfants, pourquoi mon papa il n'est pas là? Il avait tellement peur, cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête, ça devait être tellement angoissant, il ne pouvait pas s'en empêcher. Ouais. Il avait besoin qu'on lui dise d'arrêter, quoi. Ouais. Alors là, vos parents se séparent, mais vous dites que en fait, les problèmes datés d'avant votre naissance... Sans doute, ça n'a pas arrangé les choses, certes, mais bon, je suis trop petite pour m'en rappeler, mais c'est pas de ma faute. Alors, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que malgré leur séparation, vos parents continueront à s'occuper de vous tous les deux, comme si de rien n'était. Oui, j'ai vécu quelques années encore avec ma mère, qui, à l'époque, c'était un petit peu difficile. Et du coup, elle avait des obligations de travail. Et je suis partie vivre chez mon père et ma belle-mère, donc sa nouvelle femme, quand j'avais 5 ans. Kiki. Voilà. Alors, les années passent. Un soir, vous avez 3 ans, vous entendez des enfants qui jouent et qui rient dans la cour en bas de l'immeuble. Vous regardez votre maman et vous lui dites « Et moi, c'est quand que je marche ?» Ça doit être tellement difficile de dire à son enfant de 3-4 ans tu ne marcheras pas, ouais. Tu ne marcheras jamais, je ne peux pas lui en vouloir de ça. Et effectivement, ouais. Je ne savais pas. Et je me disais, bon, bah, eux, ils marchent, mais il y a un truc qui décolle. Ouais. Je vais attendre un peu que ça vienne. Et je disais, bon, est-ce que je marche demain? Est-ce que... Voilà. Vous pensez que ça viendrait en grandissant? En mangeant de la soupe. Ouais. Alors, ce n'est qu'à l'âge de 5 ans que vous prenez conscience de votre handicap. Vous regardez les enfants en train de jouer. Vous promettez à votre père de bien manger pour pouvoir vous joindre à eux. Et là, il craque. Il vous dit la vérité. Et vous avez une réaction extraordinaire. Vous dites, c'est pas grave, maintenant, je vais rêver que je vole. Ben oui, moi, j'avais toujours la tête dans les nuages et ben, j'attendais le moment où j'allais marcher. Et puis et mon père s'est rendu compte que j'espérais, que j'attendais ce moment. Et il a réalisé ça et il m'a dit, il s'est dit, elle peut pas continuer à croire ça, c'est pas possible. Et il m'a dit, Lulu, tu pourras jamais marcher, mais ce qu'il fallait retenir, tu pourras faire plein de choses. Tu pourras faire des tas de choses, tu pourras jouer, tu pourras... Et du coup, expliquer comme ça,
bon, bah, ok, c'est pas grave, je vais rêver que je vole et je prends un autre rêve, puis c'est pas grave, quoi. C'était réglé et je pense qu'il faut pas cacher ça aux enfants. J'avais pas le choix de toute façon. Ouais. Donc, j'avais pas à être triste. Ouais. J'avais une vie devant moi, différente, et tant mieux. Alors ensuite, il y a le problème de l'école, évidemment. Vous êtes refusé dans les écoles maternelles, disons, normales. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le handicap physique est souvent associé au handicap mental. Et finalement, vous trouvez une école avec des élèves, entre guillemets, comme vous. Le trajet est épouvantable, c'est les petites routes cabossées du Beaujolais. Vous êtes dans le bus, comme ça, vous souffrez énormément de ces voyages. Et là, votre père, incroyable, vient s'installer à côté de l'école pour vous éviter le trajet, quoi. C'était vraiment fragile, quoi, comme du cristal. Je suis un peu moins maintenant, mais il fallait me porter. Les gens qui me portaient n'étaient pas forcément compétents, me faisaient mal à chaque fois. Et du coup, c'était une super appréhension. Donc, du coup, on a chamboulé un peu tout la vie. Et ma belle-mère, donc Kiki, a dit à mon père, écoute, on va la prendre avec nous. Et c'est un truc formidable. Bah, déjà, accepter l'enfant d'un autre dans un mariage, c'est pas facile. Quand en plus, il y a une maladie et qu'on ne sait pas vraiment où on va, combien de temps ça va durer, c'est d'autant plus fort, quoi. Donc, j'ai beaucoup de chance. Elle est bien, cette Kiki. Alors, à 7 ans, premier fauteuil électrique. Alors là, évidemment, c'est la délivrance. En revanche, problème, en 6e, pas possible d'intégrer le collège. Vous êtes obligé de suivre un enseignement par correspondance, ce qui en plus coûte de l'argent. Et on s'aperçoit, en lisant cette histoire, qu'en fait, il n'y a pas de prof pour les handicapés, parce qu'on pense que leurs débouchés sont médiocres, sont inexistants, donc on ne va pas dépenser du pognon pour eux, quoi. C'est ça. Moi, je me suis retrouvée, du coup, dans un centre pour les plus grands, et en pensant que j'irais, comme certains élèves, en intégration au collège d'à côté, avec des valides. Mais c'était réservé aux patrons handicapés, ceux qui ne bavaient pas, ceux qui marchaient un peu. Moi, j'étais trop fragile pour eux. Et voilà, et ce centre, c'était une horreur. C'est une espèce de mouroir où on vous pose, on les fout là, et puis pas d'avenir, quoi. Si j'avais vraiment suivi la voie qui m'avait tracée, j'aurais eu absolument aucun avenir, quoi, c'est clair. Alors, c'est là que vous exprimez votre désir de devenir styliste de mode. Alors, évidemment, c'est absolument incroyable. La conseillère d'orientation vous dit qu'il faut être réaliste. Tu n'as pas les pieds sur terre, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Et vous persévérerez, on verra comment. Mais avant d'en arriver là, il y aura le parcours du combattant. Vous dites, la chance d'être encore en vie ne m'a pas été offerte, il a fallu aller la chercher. Oh. Et là, c'est terrible ce que vous racontez, c'est-à-dire les séances de kiné, de véritables tortures. C'était très dur et aujourd'hui encore, quand ça va pas, je repense 5 minutes à ça et tout de suite je me la ferme parce que c'était beaucoup plus dur à l'époque et il y en a qui le sont encore, quoi. Le but de ça, c'était d'avoir une chirurgie du dos et la chirurgie était tellement lourde qu'il fallait vraiment préparer mon corps à ça. Voilà. Et le préparer tellement que c'est une préparation de 3 ans, quoi. Alors c'est l'époque des gouttières en plâtre, des corsets qui donnent des escarres. Vous serez opéré à l'âge de 15 ans, mais effectivement, pour placer cette tige de métal le long de votre colonne vertébrale, ce qui vous évitera un corset, il faut avoir un corset géant en plâtre qui pèse 10 kilos. On vous met des poids de 3 kilos aux jambes pour les étirer. Il y a les drains aussi, qui sont très douloureux. Et vous dites, c'est une expérience monstrueuse. Il m'est arrivé de vomir tant la douleur était intense. Vraiment, je suis quelqu'un qui résiste beaucoup à la douleur physique. J'ai une super grande tolérance, mais là, c'était pas possible. Et je voulais que ça s'arrête, quoi, par tous les moyens. Et je voulais pas mourir, mais je voulais que ça s'arrête, quoi. C'est 3 ans de torture avant l'opération, et après l'opération, vous pouvez vous asseoir, vous tenir droite, vous dites c'est une nouvelle naissance, quoi. Je dis que je suis née 2 fois, c'est ma 2e naissance, c'est mes premiers pas, on va dire, quoi. Ouais. Ça n'aurait pas été mieux, mon marcher, je m'en fous. Mais me tenir droite et pas avoir un corset super laid, avec les fringues que je veux et faire la belle, c'est tout ce que je voulais, quoi. Ouais. Alors là, évidemment, après l'opération, vous pensez tout de suite aux fringues, aux bijoux que vous allez vous acheter, hein. Bah oui, moi j'avais de 12 à 15 ans, quand la féminité se réveille, j'étais enfermée. Du coup, ça s'est réveillé plus tard, mais ça s'est réveillé. Ouais. Alors, c'est là que vous commencez à réaliser votre rêve de créatrice de mode. Voilà, incroyable.
Votre premier soutien, ça sera une créatrice lyonnaise, chez qui vous aviez observé le métier en classe de 3e. Elle vous aide pour votre premier défilé. Et vous avez une idée géniale, c'est de prendre Ophélie Winter comme égérie. Je trouve toujours d'ailleurs que c'est une nana qui en a, quoi. Ouais. Qui, elle dit ce qu'elle a à dire et voilà, je voulais pas juste une bimbo blonde à forte poitrine, ça m'intéressait pas. Je trouvais qu'elle avait un caractère, quoi. Ouais. Du coup, elle m'a suivie. Alors là, vous prenez contact avec le milieu de la mode, le fameux brodeur Le Sage, évidemment, Mademoiselle Agnès de Canal+, Elite, l'agence Elite qui vous propose des mannequins, jusqu'à votre premier défilé devant 1000 personnes, le 25 novembre 2000. Le deuxième défilé, c'est au Crillon. Bruno Gassio s'est porté garant pour vous auprès de la direction du Crillon. Le troisième défilé, c'est au Palais des Congrès de Lyon. La collection homme, il y a Gassio, Bigard et Dubosc qui défilent pour vous. Le quatrième défilé, c'est à Cannes. Vous faites défiler Mila Jovovich. J'ai une très grande chance, c'est de faire ce que j'aime. Je crois que c'est pas plus compliqué que ça. Il faut, je sais pourquoi je me lève le matin. Enfin, je me lève pas vraiment, mais je sais pourquoi. Je sais où je vais et il y a tellement de gens qui vont au bureau et qui se font chier et qui n'ont pas envie d'y aller. Moi, tout ce que je fais, j'ai envie de le faire, quoi. Ouais. Donc j'ai de la chance, en fait. Ouais. Et puis, il y a l'amour. Oui. Alors, une première histoire avec Pablo. J'avais 17 ans, presque 18, bon, un peu tard, mais il était temps, quoi. Et c'était un canon, un danseur, latino, enfin, tout ce que j'aime, quoi. Et il a été adorable, il a été super doux, il avait peur de me casser en 1000 morceaux, donc j'ai essayé de dire, non, écoute, c'est bon, quoi. Oublie 2 minutes, t'es danseur, il était danseur. T'es danseur, tu sens la musique, sens mon corps comme tu sentirais une danseuse et tout ira bien. Et tout a été super bien. Le premier baiser, c'est extraordinaire. Il n'y a plus de batterie dans le fauteuil commence à rouler tout seul, il arrête le fauteuil, et là, vos bouches se rapprochent et vous vous embrassez. C'est ça, un film. Il m'a retenu, j'ai failli me casser la gueule, donc il m'a retenu. On s'était donné un coup de boule. Et j'ai vu les étoiles et il m'a embrassé. Ouais, un vrai film, quoi. Pour une première fois, j'ai eu de la chance parce que y a des premières fois un peu ratées, mais moi ça va, quoi. Et puis maintenant, il y a Hans, 1m80, nageur de haut niveau. 88. 1m88. Ah oui. Vous vivez ensemble depuis 2 ans. Ça se passe bien? Oh bah ouais. Vous avez une phrase extraordinaire. Vous dites, c'est avec Hans que j'ai découvert que je pouvais être suffisante pour quelqu'un. Bah, j'ai eu des histoires avant lui, pas mal. Sympa, mais c'était du fun et les mecs n'arrivaient pas vraiment à s'engager parce que c'est quand même pas un petit engagement. Ils ont peur pour ma santé, ils ont peur qu'en allant un petit peu plus loin avec moi, ça les engage à plein de trucs. Vous racontez, vous avez des expériences pour le sexe, juste pour le plaisir? Ah oui, moi, t'inquiète pas, mon gars, j'ai juste envie de baiser, donc ça va bien se passer, demain on se dit au revoir, quoi. Et du coup, j'ai eu 2-3 relations où j'étais pas très fidèle parce que pas satisfaite, parce que je m'amusais, je rattrapais mon adolescence, je m'amusais juste, quoi. Tout va bien, là? Ah bah ouais. Tout roule? Bah oui, j'ai... Votre avenir, là, vous continuez la mode? Je continue, je suis en train de monter ma société aux États-Unis. Je pars à Los Angeles dans quelques temps, parce que je suis allée voir si l'herbe était un peu plus verte ailleurs. Ouais. Et ça a l'air, donc je vais aller tester un peu. Oui, après la discussion sur le pessimisme des Français, je trouve que vous êtes une vraie conclusion. Vous êtes l'exemple vraiment qu'il faut prendre son destin en main. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Dominique de Villepin, président de la République solidaire, pour De l'esprit de cour chez Perrin, Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, merci. Philippe Besson pour le retour parmi les hommes chez Julliard. Et le samedi soir, dans Paris Dernière, sur Paris Première. Natacha Polony du Figaro, Lucie Carrasco, on peut lire son livre.
Plus forte que la maladie chez Flammarion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions et groland.com. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.